Elle m'a trompé avec son entraîneur, affirmant que je n'étais pas un vrai homme. Elle dévalorisait mon travail et dépensait mon argent. Alors je l'ai laissé penser qu'elle avait le dessus. Puis j'ai récupéré la maison et j'ai commencé à sortir avec sa meilleure amie. Je m'appelle Antoine. J'ai 34 ans et je travaille comme conducteur de travaux pour une entreprise de construction commerciale à Lyon. Mon emploi du temps est régulier mais exigeant. Je suis sur le chantier des 7 heures la plupart des matins, à coordonner les sous-traitants, à revoir les budgets et à gérer les retards avant qu'ils ne deviennent des procès. Le salaire est solide, pas accent grave-l'œil, mais j'ai bâti une vie stable. J'ai acheté une maison de 3 chambres à la Croix-Rousse il y a 4 ans après avoir vécu en dessous de mes moyens tout au long de ma vingtaine. La plupart de mes semaines suivent le même schéma. Entraînements matinaux, longue journée de travail, soirée tranquille à la maison. Ma petite amie, Léa, a 29 ans. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 3 ans. Elle a emménagé dans ma maison après environ 12 mois. Nous avions convenu qu'elle partagerait les charges et les courses pendant que je couvrais le prêt immobilier puisque la propriété était la mienne. Elle travaille dans le marketing pour une marque de vêtements de sport de luxe. Principalement à distance, horaire flexible, très axé sur le branding et les réseaux sociaux. Au début, nos modes de vie semblaient équilibrés. Je suis structuré et pratique. Elle est sociable et très soucieuse des apparences. Je n'y ai pas vu de problème. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le changement constant dans la façon dont elle me parlait. Environ 1 an après avoir emménagé, le ton a changé. Cela a commencé subtilement. Elle comparait mon travail à celui de ses amis dans des startups technologiques ou le négoce pétrolier, insinuant que je manquais d'ambition. Elle plaisantait en disant que je ne faisais que garder les équipes de construction. En réalité, je gère des constructions de plusieurs millions d'euros et je suis responsable de maintenir les projets dans les délais et les budgets. À peu près à la même époque, ses habitudes de dépenses ont évolué. Entraîneur personnel 3 fois par semaine. Nouvelle tenue de sport chaque mois. Dîner au restaurant qui atterrissait inexplicablement sur ma carte parce que cela avait du sens puisque je possédais la maison. J'ai remarqué le schéma. Je n'ai pas discuté immédiatement. Je préfère observer avant de réagir. La première fois qu'elle a dit que je n'étais pas ce qu'elle considérait comme un vrai homme, c'était dit calmement, presque cliniquement. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me défendre et que j'ai commencé à prêter attention. Elle pensait avoir le dessus. J'ai commencé à la laisser le penser aussi. Pour être clair, je ne suis pas en insécurité concernant mon travail. La construction commerciale à Lyon n'est pas glamour, mais elle est rentable. Je supervise des développements qui transforment des quartiers entiers. Je gère des équipes de plus de 50 ouvriers et je coordonne avec les inspecteurs municipaux, les ingénieurs et les investisseurs. C'est un travail sous forte pression. Je n'ai pas besoin d'applaudissements pour ça. Léa, en revanche, a commencé à tout voir sous l'angle du statut social. Elle a commencé à passer plus de temps à la salle de sport qu'à la maison. Son entraîneur, Thomas, revenait souvent dans la conversation. Selon elle, il était discipliné, motivé, alpha. Ce mot a commencé à apparaître beaucoup. Au début, je l'ai traité comme un bruit de fond. Elle a toujours été attirée par la confiance. Je ne suis pas bruyant. Je suis constant. Mais les commentaires ont escaladé. Elle faisait des remarques pointues sur le fait que Thomas possédait sa propre entreprise d'entraînement et bâtissait une marque. Puis elle me demandait pourquoi je n'avais pas encore lancé ma propre entreprise. Je lui ai rappelé que j'étais en bonne voie pour un poste de direction avec des incitations à l'action. Cela ne semblait pas compter. Pendant ce temps, nos finances continuaient de se décaler discrètement. Elle a cessé de virer sa moitié des charges à temps. Il y avait toujours une raison. Paiement retardé d'un client, dépenses imprévues. Pourtant, elle continuait de réserver des traitements esthétiques, des week-ends entre amis et des abonnements de sport coûteux. Les frais atterrissaient souvent sur ma carte de crédit parce que nous étions une équipe. Je tiens des tableaux. Je ne discute pas des sentiments quand les chiffres racontent l'histoire. En 6 mois, ses contributions ont diminué de près de 40% tandis que ses dépenses discrétionnaires augmentaient. Quand je lui ai posé la question, elle a retourné la conversation. Elle a dit, un vrai homme ne ferait pas la petite monnaie avec sa partenaire. Ce commentaire m'est resté. La dynamique est devenue claire. Elle se positionnait comme le prix et moi comme le fournisseur, essayant de faire ses preuves.
Elle a commencé à critiquer ma façon de m'habiller, ma façon de parler en société, même ma façon d'entrer dans une pièce. Elle a dit que je manquais de présence. Le plus intéressant est qu'elle semblait complètement inconsciente de la structure légale de notre situation de vie. La maison était uniquement à mon nom. Les charges étaient sous mes comptes. Chaque achat important était documenté. Elle pensait m'évaluer. J'avais déjà commencé à l'évaluer. Le passage de la critique au mépris s'est produit progressivement mais constamment. Léa a cessé de s'intéresser à mes projets, sauf pour les comparer aux réalisations de quelqu'un d'autre. Si je mentionnais la conclusion d'un accord en avance sur le calendrier, elle répondait quelque chose comme « C'est bien, mais as-tu pensé à développer ton activité ?» Tout était présenté comme si je jouais petit. En même temps, son attachement à la salle de sport s'est intensifié. Elle a commencé à rester plus tard après ses séances d'entraînement. Ce qui était 1 heure est devenu 2, parfois 3. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit que c'était pour « le réseau ». Apparemment, la communauté de la salle de sport était pleine d'entrepreneurs et d'hommes de grande valeur. Cette phrase, encore une fois, le nom de Thomas revenait plus souvent. Elle a commencé à citer ses conseils à la maison. Il croyait que les hommes devaient diriger financièrement et physiquement. Il croyait que le confort rendait les hommes mous. C'était intéressant d'entendre ma petite amie répéter la philosophie d'un autre homme dans ma cuisine, debout sur des sols que j'avais payés. Je ne l'ai pas confronté à propos de Thomas. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai ajusté mon propre comportement. J'ai cessé de couvrir les dépenses spontanées. Si elle suggérait un dîner, je disais, bien sûr, et lui demandais de le mettre sur sa carte cette fois. Elle n'a pas aimé ça. Elle a appelé ça « transactionnel ». Elle a également commencé à publier du contenu de sport plus provocateur en ligne. Non inapproprié en soi, mais clairement conçu pour attirer l'attention. J'ai remarqué que Thomas aimait presque chaque publication en quelques minutes. Les schémas sont importants pour moi. Un vendredi soir, elle est rentrée plus tard que d'habitude. Elle a dit que la salle de sport avait organisé un petit événement pour les membres. Quand j'ai demandé qui y avait participé, elle a énuméré plusieurs personnes mais a mentionné Thomas en dernier, presque comme une idée après coup. Le calendrier qu'elle a décrit ne correspondait pas aux heures de fermeture affichées de la salle de sport. C'était la première incohérence factuelle. Je ne l'ai pas accusée. Je l'ai simplement notée. Au cours des semaines suivantes, les incohérences ont augmenté. Petits oublis, réponse tardive. Se doucher immédiatement après être rentrée à la maison, même si elle prétendait s'être déjà douchée à la salle de sport. Je ne suis pas du genre dramatique. Je n'ai pas besoin d'inventer la trahison. Si quelque chose se passe, cela se révélera. Et finalement, ce fut le cas. La confirmation n'est pas venue de la fouille de son téléphone ou de l'embauche de quelqu'un pour la suivre. Elle est venue de quelque chose de plus simple, la logistique. Un mardi après-midi, un de mes sous-traitants a annulé une inspection de chantier à la dernière minute. J'ai soudainement eu une fenêtre de temps libre avant de me rendre à un autre projet à l'autre bout de la ville. La salle de sport où Léa allait se trouve à 10 minutes de ce chantier. J'ai décidé de m'y arrêter, non pas pour faire une scène, juste pour voir. Sa voiture était là. C'était attendu. Ce qui n'était pas attendu, c'était l'heure. Il était presque 15 heures. Ces séances d'entraînement étaient généralement programmées pour midi. Je suis entré, j'ai pris un pass journalier et j'ai parcouru la salle. Je ne l'ai pas vu dans la zone principale. L'employé de la réception a mentionné que des séances d'entraînement personnel avaient lieu dans un studio privé à l'étage pour des clients sélectionnés. C'était une nouvelle information. Léa n'avait jamais mentionné de séance privée au-delà de l'espace standard. Je n'ai pas monté les escaliers. Je ne suis pas intéressé par le spectacle. Au lieu de cela, je suis parti, je me suis assis dans mon camion et j'ai attendu. Environ 40 minutes plus tard, Léa et Thomas sont sortis ensemble par l'entrée latérale. Ils ne se tenaient pas la main. Ils n'étaient pas excessivement physiques, mais la proximité raconte sa propre histoire. Distance confortable, conversation privée, pas de précipitation. Elle ne m'a pas vu ce soir-là. Elle m'a dit que sa séance avait duré longtemps parce qu'il discutait de son plan nutritionnel. Je lui ai demandé à quelle heure elle avait quitté la salle de sport. Elle m'a donné une heure qui était 30 minutes plus tôt que celle où je l'avais vue sortir.
C'était là, une nette divergence. Je ne l'ai pas accusé de tricherie. J'ai simplement dit que je m'étais arrêté à la salle de sport cet après-midi-là. J'ai regardé la couleur quitter son visage pendant une demi-seconde avant qu'elle ne se reprenne. Elle a pivoté rapidement. Elle a dit que j'étais insécure et territorial. Elle a demandé pourquoi je la surveillais. J'ai gardé un ton neutre. J'ai répété l'heure à laquelle je l'avais vue partir. J'ai demandé pourquoi cela différait de ce qu'elle m'avait dit. Elle n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, elle a escaladé. C'est alors qu'elle l'a dit clairement. Elle a dit que Thomas lui faisait sentir qu'elle était avec un vrai homme. Et selon elle, je n'en étais pas un. Quand elle a dit cela, je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas discuté des définitions de la masculinité. Je n'ai pas rivalisé avec Thomas en théorie ou en ego. Je lui ai simplement demandé de clarifier. Elle a doublé la mise. Elle a dit qu'elle avait besoin d'un homme qui dirige sans être remis en question, un homme qui ne suive pas les dépenses, un homme qui l'inspire à progresser au lieu de se contenter du confort. Elle a dit qu'être avec moi était sur mes pas puissants. Elle a dit qu'elle me dépassait depuis des mois. C'était assez d'informations. Je lui ai dit que la relation était terminée. Pas comme une menace, pas comme un levier, comme une décision. Elle a ri au début. Elle pensait que j'essayais de lui faire peur. Elle a demandé si j'allais sérieusement mettre fin à 3 ans de relation pour un désaccord. J'ai expliqué calmement que ce n'était pas un désaccord. C'était un modèle soutenu de manque de respect, de déséquilibre financier, et maintenant une comparaison ouverte à un autre homme avec qui elle avait menti sur le fait de passer du temps. Elle a immédiatement changé de ton. Elle a dit que rien de physique ne s'était passé et que j'étais dramatique. Je lui ai dit que les détails physiques étaient hors de propos. Elle avait déjà clairement indiqué qu'elle considérait quelqu'un d'autre comme supérieur à moi tout en vivant dans ma maison et en utilisant mes ressources. Puis j'ai abordé la partie pratique. La maison est uniquement à mon nom. Le prêt immobilier est le mien. Les charges sont sous mes comptes. Elle n'a ni bail, ni capitaux propres, ni aucune revendication légale de résidence au-delà de son statut de ma partenaire. Une fois la relation terminée, cet arrangement a pris fin également. Je lui ai dit qu'elle avait 24 heures pour faire ses affaires et partir. Elle m'a regardé comme si je bluffais. Je ne bluffais pas. J'ai expliqué que je n'appellerais pas la police ou ne créerais pas de scène à moins qu'elle ne refuse, mais je m'attendais à ce qu'elle respecte le délai. Je mettrais en carton tout ce qui resterait et coordonnerais un ramassage plus tard si nécessaire. Net et simple. Elle m'a accusé d'être froid. Je lui ai dit que la clarté n'était pas la cruauté. Elle a dit que je le regretterais quand elle monterait en gamme. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle le ferait. Puis je suis monté à l'étage et j'ai commencé à faire une liste de comptes partagés à séparer avant le prochain cycle de facturation. Les 24 heures suivantes furent révélatrices. Léa n'a pas commencé à faire ses valises immédiatement. Au lieu de cela, elle a commencé à passer des appels. Je l'entendais dans la chambre d'amis, porte fermée, expliquant la situation dans une version qui me dépeignait clairement comme instable. Je n'ai pas interrompu. J'étais occupé à séparer les liens pratiques. Je lui ai retiré l'accès à ma carte de crédit qui était enregistrée sur des comptes partagés. J'ai changé les mots de passe des services de streaming, de la sécurité domestique et des charges. Tout était légal, tout était lié à mon nom. J'ai transféré le solde restant de notre compte d'épargne commun informel vers mon compte principal. Les contributions étaient traçables. J'en ai gardé une trace. Vers minuit, elle est descendue et a essayé une approche différente. Elle a dit que j'agissais de manière émotionnelle et qu'un homme fort ne serait pas menacé par un entraîneur. Je lui ai dit que ce n'était pas une question de menace. C'était une question d'alignement et de respect. Elle avait déjà exprimé où penchait sa loyauté. Au matin, elle faisait ses valises agressivement, les tiroirs claquaient, les cintres raclaient les tringles de placard. À un moment donné, elle a demandé où elle était censée aller. Je lui ai rappelé qu'elle avait des amis dans la ville et une communauté de salles de sport bien connectées pleines de gens de grande valeur. Elle n'a pas apprécié cette réponse. À midi, le camion de Thomas s'est garé à l'extérieur. Ce détail comptait. Il n'est pas venu à la porte immédiatement. Il lui a d'abord envoyé un message. Elle a transporté des cartons elle-même avant qu'il n'intervienne pour l'aider. Quand il est finalement entré dans la maison,
il ne m'a pas regardé directement. Il a scanné l'espace comme s'il évaluait une opportunité d'amélioration. Je suis resté dans la cuisine, calme, sans confrontation, sans discours. Alors qu'il déplaçait ses derniers objets plus volumineux, elle s'est arrêtée près de l'entrée et a dit que cela prouverait quel genre d'homme j'étais vraiment. Je lui ai dit que cela l'avait déjà prouvé. À 15 heures, la maison était de nouveau silencieuse. J'ai changé les serrures ce soir-là, non par paranoïa, mais par procédure. Elle avait des clés. Maintenant, elle n'en avait plus. Le plus intéressant est ceci. Elle est partie en croyant qu'elle m'avait forcé la main. Comme si j'avais réagi par insécurité. Elle n'avait aucune idée que j'avais déjà planifié le prochain mouvement. Je n'ai pas commencé à sortir avec sa meilleure amie par dépit. Cette partie nécessite un contexte. La meilleure amie de Léa à Lyon était Camille. Elle s'était rencontrée lors d'événements professionnels il y a 2 ans. Camille a 31 ans et travaille comme analyste financière pour une entreprise d'énergie au centre-ville. Elle est structurée, analytique et nettement moins performante que Léa. Nous n'étions pas proches, mais nous avions passé suffisamment de temps ensemble lors de dîners et de petites réunions pour avoir de vraies conversations. Au cours de la dernière année, j'avais remarqué une tension subtile entre elles. Léa lui coupait souvent la parole, ignorait ses opinions, critiquait ses choix de rencontres. Camille le balayait publiquement, mais la dynamique était claire si l'on y prêtait attention. Le lendemain du déménagement de Léa, Camille m'a envoyé un message. Pas coquette, pas opportuniste. Elle a dit qu'elle avait entendu dire que les choses s'étaient terminées brusquement et voulait s'assurer que j'allais bien. J'ai gardé ma réponse factuelle. Je lui ai dit que c'était fini en raison d'incompatibilité et de malhonnêteté. Je n'ai pas dénigré Léa. Je n'ai pas fourni de détails. Camille a demandé si ce que Léa avait sous-entendu était vrai, que j'avais été contrôlant et manipulateur financièrement. C'était le récit que Léa faisait circuler. J'ai répondu directement. Je lui ai dit que la maison était à moi avant la relation. Je lui ai dit que les contributions financières de Léa avaient diminué de manière significative au cours de la dernière année, tandis que ses dépenses discrétionnaires augmentaient. Je lui ai parlé de l'entraîneur et du commentaire sur les « vrais hommes ». Sans embellissement. Il y a eu une longue pause dans la conversation. Puis Camille a dit que cela collait, que c'était intéressant. Au cours de la semaine suivante, je me suis concentré sur le travail. J'ai clôturé un projet de commerce de détail qui traînait depuis des mois. J'ai passé les soirées à réaménager la maison, à retirer les objets qui semblaient être des substituts au goût de quelqu'un d'autre. C'était calme, mais c'était propre. Léa, quant à elle, a commencé à publier beaucoup en ligne. Des selfies à la salle de sport, des légendes critiques sur le choix de la force, des pics subtils sur les hommes qui ne pouvaient pas gérer les femmes ambitieuses. Je n'ai pas répondu. Ce qui a changé la dynamique n'est pas que j'ai contacté Camille. C'est Léa qui s'est retournée contre elle. Environ 10 jours après le déménagement de Léa, Camille m'a appelé au lieu de m'envoyer un message. Elle avait l'air fatiguée, pas dramatique. Elle a dit que Léa avait séjourné chez elle temporairement avant d'emménager avec Thomas. Cette partie était nouvelle pour moi. Apparemment, la mise à niveau avait une courte période d'attente. Pendant ces jours passés dans l'appartement de Camille, Léa s'était constamment plainte, pas seulement de moi, mais de tout le monde. Elle a présenté la rupture comme son choix du pouvoir sur la médiocrité. Elle m'a décrit comme avare financièrement et émotionnellement petit. Selon Camille, l'histoire changeait constamment selon l'audience. Le tournant entre elles s'est produit lors d'un dîner. Camille a demandé directement à Léa si elle avait eu une relation physique avec Thomas avant de déménager. Léa a d'abord nié. Puis elle a admis que cela avait commencé quelques semaines plus tôt, mais a dit que cela n'aurait pas dû importer parce qu'elle était, mentalement détachée, de notre relation. Camille m'a dit qu'elle ne jugeait pas les gens pour la fin des relations. Elle jugeait la façon dont ils les quittaient. Ce qui a vraiment brisé leur amitié, c'est autre chose. Léa a commencé à insinuer que Camille manquait de standards pour être encore célibataire à 31 ans. Elle a dit que Camille se contentait d'hommes moyens parce qu'elle ne croyait pas pouvoir en sécuriser d'exceptionnel. Ce n'était pas subtil, c'était blessant. Camille a riposté. Léa a répondu en l'accusant de jalousie, en particulier de jalousie envers Thomas. Cette accusation était irrationnelle. Camille n'avait jamais montré d'intérêt pour lui, mais cela a révélé quelque chose.
Léa était territoriale quant à la validation. Elle avait besoin de croire qu'elle avait obtenu l'option la plus précieuse dans la pièce. Après cette dispute, Léa a quitté l'appartement de Camille dans les 48 heures et a emménagé dans l'appartement de Thomas. Quand Camille m'a raconté tout cela, elle n'avait pas l'air vindicative. Elle avait l'air déçue. Elle a dit qu'elle avait ignoré les signaux d'alarme dans leur amitié pendant longtemps parce que l'histoire valait la loyauté. J'ai compris cette logique. Nous nous sommes rencontrés pour un café quelques jours plus tard. Lieu public, en milieu de journée, limite claire. Ce n'était pas un rendez-vous, du moins pas officiellement. Mais pour la première fois, j'ai remarqué quelque chose. Elle ne parlait pas de statut. Elle parlait de cohérence. Le café avec Camille a duré 2 heures. Nous avons gardé une structure au début. Mise à jour sur le travail, changement du marché à Lyon, volatilité du secteur de l'énergie, tendance de l'immobilier commercial. Cela ressemblait à une conversation entre deux adultes qui comprennent la cause et l'effet. Finalement, le sujet est revenu à Léa, mais pas de manière dramatique. Camille a dit quelque chose qui m'est resté. Elle a dit que Léa avait toujours besoin d'un public. Si personne ne regardait, elle créait des frictions pour que quelqu'un regarde. Cela correspondait à mon expérience. Camille a également mentionné que Léa publiait plus agressivement depuis qu'elle avait emménagé avec Thomas. Plus de contenu de couple, plus de légendes sur le fait de « monter en gamme », mais en privé, elle s'était plainte que l'appartement de Thomas était plus petit que prévu et que ses revenus fluctuaient en fonction des réservations de clients. Apparemment, la « dominance » ne l'emporte pas sur les contrats de location. Je n'ai pas pris plaisir à cette information. J'ai simplement noté la cohérence entre l'image et la réalité. Au cours des semaines suivantes, Camille et moi avons continué à nous rencontrer, toujours intentionnellement. Pas de chevauchement avec les cercles sociaux partagés. Pas de secret, mais pas d'annonce non plus. Après la 3e fois, je lui ai dit directement que j'étais intéressé par explorer quelque chose au-delà d'un café. J'ai clairement indiqué que je ne poursuivrais rien à moins qu'elle ne soit complètement détachée de toute loyauté restante envers Léa. Elle a dit que cette amitié avait pris fin la nuit où son caractère avait été remis en question. Nous avons convenu de quelque chose de simple, la transparence et le rythme. Pas de mélange de finances. Pas de sac de nuit oublié. 2 adultes choisissant de passer du temps ensemble sans théâtralité. La nouvelle a quand même circulé. Environ une semaine plus tard, Léa m'a envoyé un message. Elle a demandé si les rumeurs concernant Camille et moi étaient vraies. Le message était court mais incisif. Je l'ai lu. Puis j'ai bloqué son numéro, sans explication, sans démenti, sans confirmation. Il n'y avait rien de productif à gagner en engageant la conversation. La relation était déjà terminée. L'arrangement de vie avait pris fin. Les liens financiers avaient pris fin. L'accès à ma personne a pris fin avec eux. Je n'étais pas intéressé à défendre mes choix auprès de quelqu'un qui avait déjà décidé que j'étais insuffisant. Au lieu de répondre, j'ai finalisé ce que j'avais déjà commencé. Je l'ai retiré de toutes les plateformes partagées restantes, j'ai vérifié 2 fois la sécurité des comptes et je me suis assuré qu'il n'y avait plus de lien lâche qui pourrait être utilisé pour rouvrir la communication. Le silence n'est pas passif. Il est délibéré. Si Léa s'attendait à de l'indignation, de la jalousie ou un paragraphe défensif m'expliquant, elle ne l'a pas eu. Ce qui perturbe plus que la compétition, c'est l'insignifiance. Et pour la première fois depuis qu'elle était partie avec son entraîneur, elle n'avait plus de voie de retour. Bloquer Léa n'était pas émotionnel. C'était procédural. Une fois que j'ai coupé le contact, le bruit a cessé. Pas de messages indirects par des amis communs. Pas de messages tardifs déguisés en logistique. Si elle voulait me joindre pour quelque chose de légitime, elle avait toujours mon email. Elle ne l'a jamais utilisé. D'après ce que j'ai entendu plus tard, la réaction a été immédiate. Elle a dit aux gens que j'étais mesquin, que je ne pouvais pas la voir avancer. Que sortir avec Camille était la preuve que j'avais besoin de validation. Le récit changeait selon l'auditoire. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'elle n'avait plus accès à mon temps, mon espace ou mes ressources. Camille et moi avons continué à avancer à un rythme mesuré. Elle venait dîner occasionnellement, mais elle ne laissait pas de vêtements chez moi. Je n'ai pas proposé de tiroir. Nous avions tous les deux des carrières qui exigeaient de la concentration. Il n'y avait pas d'urgence à jouer une nouvelle relation pour qui que ce soit.
Le contraste était évident. Les conversations avec Camille étaient calmes. Si nous étions en désaccord, nous l'abordions directement et le résolvions. Pas de test, pas de classement, pas de comparaison subtile avec d'autres hommes dans la pièce. Quand je parlais de travail, elle posait des questions pertinentes. Quand elle parlait de prévisions de marché et de contrats énergétiques, j'écoutais. Quelques mois plus tard, nous avons assisté à une petite réunion au centre-ville. Léa était là avec Thomas. C'était la première fois que nous étions dans la même pièce depuis la fin de tout. J'ai hoché la tête une fois en signe de reconnaissance. Rien de plus. Elle m'observait attentivement. Je pouvais le voir, pas de colère, mais d'évaluation. Thomas restait près d'elle mais semblait distrait. La dynamique était différente de l'image en ligne, moins dominante, plus tendue. Camille n'a pas interagi. Elle n'en avait pas besoin. À la fin de la soirée, j'ai compris clairement quelque chose. Léa pensait que partir avec l'entraîneur prouvait qu'elle avait le dessus. Elle croyait que me traiter de « pas un vrai homme » me forcerait à rivaliser. Au lieu de cela, cela a clarifié mes standards. Je ne lui ai pas pris la maison. Elle a toujours été la mienne. Je n'ai pas volé son amie. Camille a choisi sa propre direction. Tout ce que j'ai fait, c'est me retirer d'une dynamique basée sur la comparaison et le manque de respect. La paix est plus silencieuse que la validation, et je préfère cela ainsi.